Salut la gang, de retour pour un 83e épisode de Success Factory avec Gabriel Maillotte côté de Création Gamma, une entreprise assez intéressante, vraiment beaucoup. On est dans une entreprise qui est une base de reprenariat. Gabriel qui a acheté une entreprise il y a environ 2-3 ans et que là, déjà, elle en a acheté 2 autres. On parle d'une belle pente montante sur une entreprise qui gagne à être connue. On est dans le domaine de la fourrure quand même qui peut être mal perçu, mais elle nous l'explique bien pour montrer à quel point il y a du renouveau dans cette industrie-là, puis à quel point justement c'est vraiment pas mal mieux qu'on en pense. Puis c'est ça a un petit peu son day-to-day là, d'avoir une game d'éducation à ce niveau-là. Puis le reprenariat, un concept qu'on n'entend pas tant parler, de racheter justement une entreprise qui veut être vendue. Elle a commencé par ça directement. Ça provient d'un conseil de son chum qui est également entrepreneur. Puis apparemment, c'était le bon conseil pour elle parce que justement, elle est vraiment sur une belle pente montante. Directement, là, dans moins d'un mois, elle s'en va dans un festival des jeunes créateurs de Cannes. Elle a été invitée à ça. C'est la seule au Canada à avoir été invitée là-dessus. Fait qu'on parle d'une invitée qui est quand même très, 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 très intéressante. Donc, n'hésitez pas à nous donner des bons commentaires à propos de ça. Je vous laisse en compagnie de Gabriel Maillotte-Côté et de moi-même. Bon épisode, la gang. Fait que, t'as-tu des projets en fin de semaine? En fin de semaine, je travaille parce que je travaille 6 jours sur 7. Donc, le samedi, je suis à ma boutique. Puis dimanche, j'étais supposée aller magasiner la robe de mariée de mon ami, mais on a reporté parce qu'en plus, on s'en va à Ottawa. J'ai été invitée au conseil avec le... J'ai été invitée à la colline parlementaire avec l'Institut canadien de la fourrure. Fait qu'on va faire un peu de lobbying. C'est quoi cet événement-là? En fait, c'est l'Institut canadien de la fourrure qui va parler avec le gouvernement. C'est un peu du lobbying pour notre industrie, pour parler de l'importance de cette industrie-là et cet écosystème-là. Parle-nous un peu de l'écosystème, c'est super intéressant. J'ai l'impression que la fourrure, c'est quelque chose qui peut être un petit peu mal vu, mais par le fait qu'on s'est déjà rencontrés et que tu m'en as parlé un petit peu, je sais que c'est complètement une révolution que tu emmènes, que tu guides un petit peu là-dedans. J'imagine que tu n'es pas la seule, mais quand même, vous êtes pionnière. C'est quoi exactement que tu fais à travers cette entreprise-là puis que tu veux représenter un petit peu? Moi, je veux surtout représenter la fourrure recyclée. Donc, quand on parle de l'écosystème, on parle premièrement du côté manufacturier, du côté commerce de détail, mais aussi tout ce qui s'agit de la trappe de fourrure, l'élevage de fourrure. Ça fait quand même partie de notre écosystème, ça fait partie de notre histoire canadienne. C'est notre première économie ici au Canada. Puis la fourrure, c'est vraiment mal vu actuellement, mais c'est en train de changer. Je pense que le travail d'éducation commence à se faire. On commence à entendre notre côté par rapport au côté biodégradable, naturel puis écologique de la fourrure, surtout la fourrure recyclée, quand il y a une abondance de manteaux qui dorment dans les garde-robes et qui ne sont pas portés. Dans le fond, nous autres, notre but, c'est vraiment de prendre ces manteaux-là, leur donner une deuxième vie puis faire qu'ils sont portés à nouveau. Puis en plus, c'est ultra durable puis ça a une fin de vie écologique. Quand on parle d'ultra durable, c'est combien d'années un petit peu? Si le manteau est bien entretenu, il peut durer 70 ans et plus. 70 ans? Oui, okay. C'est ça. Moi, je fais toujours des blagues. On connaît pas d'autres matières qui durent aussi longtemps. Même le cuir, ça va vieillir. La fourrure, si elle est vraiment bien entretenue, ça peut durer moins longtemps si elle n'est pas bien entreposée. Mais si oui, 70 ans, c'est un produit qui se donne de génération en génération. C'est vraiment un héritage qu'on donne et qui a une valeur sentimentale. On est loin du chandail H&M qu'on change aux 5 mois, là. Exactement. Puis c'est ça. 70 ans, je savais pas. Oui, fait qu'on est vraiment dans la slow fashion. Fait qu'on est anti mode jetable. Au contraire, c'est l'économie circulaire. Tu as mentionné le mot élevage de fourrure. Oui. Tu peux-tu me parler de ça pour un néophyte comme moi? Oui, dans le fond, mais moi, c'est pas vraiment avec ça que je travaille. Je travaille avec la fourrure recyclée, mais par exemple, à l'époque, quand il fallait qu'il fasse un manteau, par exemple, de vison ou de renard, pour s'assurer que les peaux sont toutes égales, ça prend des élevages qui sont contrôlés, un peu comme des fermes. Mais après ça, tu sais, les gens ont peut-être une mauvaise vision de ça, mais c'est pas pire qu'une ferme d'animaux qu'on utilise pour l'alimentation, dans le sens où les animaux sont super bien traités, c'est très, très bien réglementé, puis les restes des animaux sont réutilisés aussi. Ouais, ça, je me dis que ça doit comme faire partie un peu
de tout cet écosystème-là, de tant qu'à justement utiliser la viande de l'animal aussi bien d'en faire une pierre deux coups avec la fourrure. Il n'y a rien qui est jeté jamais parce que même de disposer de quelque chose, ça coûte de l'argent. Donc, les restes animaux sont réutilisés, que ce soit pour faire de la nourriture pour d'autres animaux, que ce soit pour même des pesticides que j'ai entendu, aussi des cosmétiques, des huiles particulières. Donc, il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Tout est réutilisé. Incroyable. Ça s'en va à la bonne place. C'est un peu toutes les mentalités d'un peu toutes les industries qui commencent à vraiment... Pas commencent, on est vraiment dedans, d'avoir cet aspect-là un peu environnemental de la chose. Puis ça, je pense que ça marque un petit peu ton entreprise aussi. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Dans le fond, c'est vraiment important pour moi. Moi, je cherchais une entreprise dans la mode, mais je voulais quelque chose qui soit durable puis écologique. Puis, je suis allée un petit peu à contre-courant quand j'ai décidé d'acheter une entreprise de fourrure en 2021 parce que il y avait toute la perception sociale liée aux animaux. Mais à chaque fois que je l'explique aux gens que la fourrure, dans le fond, c'est une matière, comme j'ai dit tantôt, c'est biodégradable, c'est naturel, c'est durable, puis c'est transformable. La matière, elle est comme parfaite. Puis en plus, c'est renouvelable, parce que les animaux... Mais, puis il y a une abondance de matière, donc c'était vraiment important pour moi d'avoir une conscience écologique. C'est rare que... Il y a beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment glamour en ce moment, là. De plus en plus, puis je pense aux réseaux sociaux, puis c'est fou le nombre d'entrepreneurs qui utilisent les réseaux sociaux pour... ça doit être en partie de mon algorithme aussi qui est affecté par ça, là, on se mentira pas. Mais toi, t'es dans l'entrepreneuriat, mais t'es aussi dans le reprenariat, qui est un mot que tu as utilisé tantôt, de justement avoir parti puis d'avoir acheté une entreprise qui est comme quelque chose qui est peu connu, peu fait en ce moment. Pourquoi tu as décidé d'aller vers ce créneau-là? Mais moi, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. Mais je le disais pas nécessairement aux gens parce que je voulais pas qu'ils me découragent dans mon rêve. Donc, j'allais chercher les outils que j'avais besoin, que ce soit l'apprentissage de la couture. J'ai travaillé dans le domaine, j'ai appris par expérience, puis je suis allée à l'université en design puis en gestion industrielle de la mode. Fait que je suis allée chercher tous ces outils-là dans le but d'avoir mon entreprise, d'être entrepreneur dans la mode. Je voulais être dans la mode puis dans le luxe aussi. C'était mes critères. C'était mon objectif. Puis moi, mon conjoint est entrepreneur aussi. Puis il m'a dit, tu sais, si tu veux partir de ton entreprise, achète une entreprise qui existe déjà. Lui, il a grossi sa compagnie par acquisition. Donc, j'ai écouté son conseil parce que le reprenariat, ce qui est avantageux de ça, c'est qu'on part pas avec zéro. On part avec des fournisseurs, on part avec des clients, on part avec une notoriété, on part avec des employés, des équipements, des inventaires. C'est tout ça qu'on peut reprendre, donc on part pas de zéro. Donc, on sauve la partie, il parle les 5 ans critiques d'une start-up. On sauve en partie cet aspect-là. Souvent, quand on reprend une entreprise, ça veut pas dire que c'est parce qu'elle va bien. Fait qu'il y a d'autres défis aussi, le reprenariat, mais je pense que si ça n'avait pas été du reprenariat pour moi, je serais pas assise avec toi aujourd'hui en train de discuter de mes réalisations. Comment ça? Parce que peut-être que si j'avais parti de mon côté dans mon garage à côté de chez nous, j'aurais été obligée de travailler de 9 à 5. Garage. C'est ça. J'aurais eu mon atelier, fait que j'aurais travaillé la fin de semaine, le soir, mais j'aurais pas été capable de survivre juste de ça. Donc, j'aurais dû travailler. Tandis que moi, quand j'ai acheté ma première compagnie, j'ai lâché ma job 9 à 5, puis je me suis mis all-in dans ma compagnie, ce que j'aurais pas pu faire. Ça, parle-moi un petit peu des avantages, désavantages. Ce qui me vient intuitivement, c'est que j'ai l'impression que tu arrives dans un endroit justement qui a déjà un côté opérationnel assez avancé, que tu peux juste venir jouer dedans, puis après ça, juste l'optimiser. C'est que ça doit être un des avantages. Il y a aussi, j'imagine, le salaire que tu peux déjà te verser un petit peu, parce que compte tenu il y a déjà des revenus avec cette entreprise-là. On l'a choisi, là, cette entreprise-là, en faisant du reprenariat. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qui étaient là pour toi? Oui, le salaire. De partir avec un salaire, c'est vraiment bon. Des employés, les clients. La difficulté, des fois, c'est ça. Il faut faire une restructuration. Il faut apprendre aussi. Moi, à chaque fois que je rachète une compagnie, j'ai une période d'apprentissage. Donc, c'est comme, tu sais, pendant 1 an,
il y a toutes des nouveautés. Fait que ça, c'est difficile aussi. On est un peu... on apprend sur le tas, comme on dit, parce que c'est bien beau qu'est-ce qu'ils apprennent à l'université, puis c'est de la belle théorie, mais en pratique, c'est pas toujours exactement ça. Mais continuons là-dessus sur... là, tu as parlé d'acheter plusieurs... Ouais. Ça, c'était la première entreprise que j'achetais. Donc, ça implicite que tu es rendu à en avoir acheté plusieurs. C'est comme on le voit sur la pente montante en ce moment avec ça. C'est récent là, que tu as fait deux nouvelles acquisitions. Tu me parlais en entrée de jeu, c'est ça? Oui. Dans le fond, en 2021, moi, j'ai fondé Création Gamma. Création Gamma, en 2021, a acheté les actifs d'une entreprise qui existait depuis 40 ans, qui s'appelle Spécialité André Morin, cuir et fourrure. Spécialité André Morin, cuir et fourrure, c'est vraiment ça aussi qui m'a permis d'acheter les autres compagnies parce que ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de me faire des contacts, ça m'a permis d'être dans le quartier de la mode ici dans Chabanel, puis d'être auprès des fournisseurs, de voir les clients, d'avoir les deux pieds dans l'industrie, puis à travers les gens de notre écosystème. Ensuite, moi, je faisais beaucoup de B2B. Donc, j'avais des boutiques qui venaient faire des travaux chez nous. Mais un jour, il y a Fourrure Jourdain et Filles qui ont annoncé qu'elle allait fermer. Parce que ce qui arrive, c'est que mon industrie, les gens sont vieillissants, ils n'ont pas de relève, leurs enfants, ça les intéresse pas. Eux autres, ils pensent que la fourrure, c'est démodé, ça ne reviendra jamais. Ce qui est faux parce que tout revient toujours. Tout revient toujours, puis la mode, c'est probablement... Exactement. Fait que quand Fourrure Jourdain et Filles, ils ont annoncé qu'elle allait fermer. Eux autres, c'est une boutique sur la rive sud de Montréal, à la Prairie. Ça existait depuis 73 ans. Puis, c'était un bon client pour plusieurs autres manufacturiers comme moi. Quand ils ont annoncé qu'elle allait fermer, je dis « Oh non, un autre qui ferme, ça va faire mal. On va perdre des ventes. » Puis moi, j'ai vu une opportunité. Je me suis dit « Pourquoi pas reprendre puis faire comme une intégration verticale. » Donc, en plus d'avoir le côté manufacturier, je vais avoir aussi le commerce de détail avec une autre base de clientèle. Fait que ça, c'était un avantage. Puis quand j'ai négocié cet achat-là de Fourrure Jourdain et Filles, eux autres, il y avait une petite inquiétude sur mon expérience. Ils ont dit « Ah, t'as pas beaucoup d'expérience, pourquoi on le vendrait pas à quelqu'un qui a plus d'expérience? » Je dis « J'ai un peu d'expérience quand même. J'ai acheté j'ai acheté Spécialité André Morin, mais moi, je vais être là encore longtemps. Vous pouvez le vendre à une autre personne qui va prendre sa retraite dans 5 ans, mais moi, j'ai 34 ans. Fait que je vais continuer ça pendant longtemps. Puis après ça, ben, j'ai racheté une autre entreprise de Longueuil. C'est Fourrure Gilles Perron. Puis j'ai tout créé, j'ai consolidé les opérations à la Prairie. Donc, sur la rive-sud de Montréal, il reste plus vraiment personne qui offre les services qu'on offre. Le plus proche est à Granby. Fait que ça nous donne le marché. C'est un monopole de la Rive-Sud. Exactement. Puis, ben, moi, dans le fond, la fourrure, ça vient avec un autre aspect. On fait des créations, oui, on fait de la transformation de manteaux, mais l'entretien des manteaux aussi, c'est des services qu'on offre. Donc, on fait l'entreposage. L'entreposage, la première année que j'ai fait ça, j'ai détesté ça. Parce que moi, je suis une designer. Mais je suis une designer et une entrepreneur. Mais c'était moins fashion, le côté entreposage. Parce que la fourrure, ça s'entrepose dans des voûtes qui sont réfrigérées, où la température, elle est contrôlée, puis c'est des voûtes sécurisées, c'est des coffres forts. Donc, ça vient avec... OK, à ce point-là, quand même. Oui. Puis, avec Spécialité André Morin, j'avais à peu près 100 clients qui entreposent à chaque année. Donc, nous, ça nous fait un revenu récurrent. Puis ça nous permet aussi d'avoir du cash flow pour l'été, qui est notre saison tranquille. Donc, nous, on ramasse les manteaux pour l'entreposage, on les inspecte, on vérifie s'il y a des réparations, des nettoyages, tout ce qui est entretien pendant qu'on a les manteaux entre nos mains. Donc, j'avais 600 clients. Puis avec Fourrure Jourdain, j'en ai eu 2000 de plus. Puis là, je viens d'en reprendre à peu près 1000 de plus. OK, fait que ça a quand même un bon petit début de cash flow là, avec ça. Exactement, bien ça aide beaucoup, puis ça fait une clientèle qui est fidèle, tu sais. Ces clientes-là, ils ont déjà des manteaux, peut-être qu'ils vont le faire raccourcir, peut-être que... Puis, c'est des gens qui prennent soin de leurs choses. Ouais. C'est comme tes meilleurs clients, on veut pas parce que c'est du monde qui apprécie ce genre de produit-là. Exactement. Au point, justement, de l'entreposer. On les voit 2 fois par année, au printemps, à l'automne, on leur parle, puis ils nous font confiance parce que, en fait, pour eux autres, leur manteau de fourrure,
est précieux, il y a une valeur d'assurance, puis il les confie à nous. Fait qu'on développe une relation de confiance en Ça même doit temps. quand même prendre de la place. Ça, avec tout ce que tu as nommé, c'est à peu près 3500 manteaux. Ça doit prendre beaucoup de place quand même. Oui, ça prend beaucoup d'espace. On a des grandes voûtes à la prairie, entre autres, puis j'en ai une aussi à Montréal. En plus que c'est réfrigéré, là, on parle pas de louer un Montréal Mistorage de ce monde. Là. C'est que Non, quand non, même, exactement. ça prend Puis avec les assurances, ils ont des critères. Ah oui, en plus, ouais, hein? ouais, C'est sûr. Les assurances, c'est pas donné. On vient de l'apprendre avec notre nouveau bureau. Là. ouais. Ça monte vite, tout ça. Puis là, en plus, il faut que tu sois assuré, j'imagine, pour le stock. Ouais. Ouais, puis tu sais, la fourrure, c'est pas des t-shirts non plus. Ça a une valeur, la matière a de la valeur. Donc, oui, c'est une bonne partie de nos coûts, en fait. Tu disais que c'est plus pratique pour le côté entreposage au niveau de justement le cash flow et tout ça. Ton dada se situe plus, tu sembles le dire, dans la création et tout ça. Parle-nous un petit peu des produits justement que tu crées. Notre spécialité, c'est vraiment le remodelage de manteaux. Donc, on prend des anciens manteaux qui dorment dans les garde-robes, on les retaille complètement, puis on leur donne une seconde vie, on les mélange avec, que ce soit du cuir, que ce soit du cachemire. On essaye d'être originaux dans nos coupes aussi. Donc, c'est vraiment ça. Le cuir aussi. Donc, on fait aussi quelques créations en cuir comme manteaux, vestons, jupes. Là, on a commencé à faire des corsets. On s'amuse beaucoup avec ça. On crée pour donner aussi des idées aux gens parce que toutes nos pièces sont sur mesure. Puis chaque création est unique, que ce soit les créations qu'on montre à nos clients, qu'on montre dans nos défilés pour montrer, c'est un peu pour montrer notre savoir-faire. Après ça, la cliente arrive avec son manteau, puis on a des choses à lui proposer. Elle peut choisir, ah ben moi j'aime le col de ce manteau-là, mais je le voudrais cette longueur-là, puis est-ce qu'on pourrait rajouter un petit peu d'un autre type de fourrure? Tout est possible. Tout dépendant le budget. On peut tout faire. Donc, ça, c'est vraiment notre dada. Puis moi, ce qui me plaît le plus, c'est quand les clientes arrivent avec un manteau, par exemple, qui ont hérité de leur mère, de leur grand-mère, qui ne veulent pas porter parce qu'ils le trouvent démodé. Puis qu'à la fin, ils l'essayent, puis ils se disent, ah ben là, je vais enfin porter le manteau de ma mère parce que le manteau a une valeur sentimentale. Oui, c'est sûr que ça provient. Ça doit te donner une coupe de sourire aussi. Mettons que ça doit pas être la pire partie de ta job de redonner un manteau qui est tout neuf quand elle a une valeur sentimentale. Puis c'est une relation qu'on développe avec ces gens-là aussi parce que c'est un processus, c'est du sur-mesure. C'est pas juste comme quelqu'un qui va acheter. C'est un client qui vient faire des essayages, qui écoute notre expertise. Parce que la fourrure, c'est pas comme faire non plus juste comme je disais tantôt, comme exemple, un t-shirt ou une robe ajustée. Ça demande une expertise qui se perd d'ailleurs parce qu'il y a de moins en moins de gens qui connaissent ça. Donc, puis on fait plusieurs essayages, puis les gens vont choisir jusqu'au bouton, jusqu'à la doublure. Donc, chaque manteau devient, tu sais, on fait rarement deux manteaux pareils. Tu t'investis comme dans le processus créatif en tant que client, ça doit être quand même le fun. Exactement. Tout le monde, moi, je dis toujours que notre processus créatif est collaboratif, que ce soit quand on fait nos créations pour nous, pour nos défilés, nos événements. On participe, toute l'équipe, puis on participe avec des collaborateurs aussi. J'aime ça travailler avec d'autres artisans. Puis quand c'est pour les clients, c'est collaboratif parce que c'est le client qui peut choisir jusqu'au détail de son manteau. C'est le fun parce que ça doit faire des bons clients au niveau des références. Ça a dû vous arriver plein de fois parce que tu arrives avec ton manteau, j'ai participé à faire ce manteau-là, puis tu dois en parler à tout ton entourage. Mais c'est ça, ils vont montrer la doublure, ils ont leur nom dedans, ils ont gardé le nom de leur mère. C'est vraiment... Puis nous, notre meilleur marketing, c'est vraiment le bouche à oreille. Tu fais ton équipe de vendeurs avec ça, c'est pas fou. C'est ça. Il y en a qui veulent des commissions. C'est vrai? Non, des fois, ils font des blagues. Est-ce que le manteau que tu portes en ce moment, c'est une de vos créations? Oui, c'est une de nos créations. C'est un petit jacket de Suède avec les manches de renard. C'est quoi le manteau? C'est quoi, c'est un remodelage? Ça, oui, dans le fond, c'est fait avec des retailles de fourrure qui auraient été à la poubelle. Donc, nous, on les a récupérés. Puis le cuir, par exemple, c'est du cuir neuf. Le cuir vieillit différemment de la fourrure. La fourrure, ça se récupère quand même facilement. Le cuir, moins. Donc, c'est du Suède neuf. Ça, tu sais que la fourrure a quand même une longue durée de vie alors que le cuir, un petit peu moins ça. Exactement. Le cuir, il va vieillir puis ça va paraître, pas la fourrure. Mais ce modèle-là, par exemple, on l'a appelé Barbie parce que le premier qu'on a fait, il était rose éclatant. Puis, on l'a refait en Bourgogne. Puis, j'ai une cliente qui est revenue l'autre fois, on l'a fait en noir et bleu
puis on l'avait jamais fait de cette couleur-là. Fait que la personne, elle a choisi vraiment, J'ai cette le couleur. modèle, puis moi j'aimerais plus ça noir et bleu. Exactement. C'est très cool. C'est un beau, quand même vraiment un beau c'est sûr que ça mène à des ambassadrices que tu n'aurais pas pu espérer. C'est nice. Vraiment une équipe de vente que tu te formes juste avec ce modèle de part-là. C'est vraiment cool. Fait on a parlé du fait que tu es pas mal en croissance. C'est quoi les défis actuels de l'entreprise à ce niveau-là? Est-ce que c'est... Je te laisse aller. C'est quoi vos défis en ce moment? Ben, c'est sûr que, tu sais, je vais pas surprendre personne avec le défi de d'éducation, les animaux et tout ça, mais je pense que tranquillement, on va y arriver. Puis plus je vais grossir, plus je vais avoir une voix, puis plus je vais avoir une audience pour expliquer les avantages de la fourrure puis des matières nobles et naturelles. Ensuite, c'est sûr que la main-d'œuvre. On a de moins en moins de main-d'œuvre qualifiée. On veut former des jeunes. Les jeunes, est-ce qu'ils veulent vraiment aller dans ce domaine-là? On essaye de rendre le domaine attirant. Nous, moi, c'est pour ça que je prends des stagiaires tout le temps. Je veux les motiver puis leur montrer que l'envers du décor de la mode, ça peut être aussi beau, ça peut être le fun de travailler dans un atelier parce que tout le monde peut créer. Nous autres, moi, c'est ça que j'essaye de faire avec les employés. Moi, j'ai été couturière, puis je sais que une couturière, si elle coud à la base, c'est parce que c'est une artiste. Ça veut dire qu'ils ont des idées. Ça veut dire qu'il faut faire participer tous ces gens-là au design. Puis moi, c'est ça que je fais. Puis c'est ça, je pense, qui rend nos créations aussi riches. Donc, la main-d'œuvre, on travaille vraiment fort, mais c'est sûr que c'est un défi. Puis, plus le temps va avancer, plus les gens... Moi, tu sais, je suis dans un domaine d'hommes. C'est beaucoup des hommes plus âgés, des Grecs, des Italiens, mais beaucoup de Grecs, mais ils sont rendus dans les 65 ans passés. Donc, après ça, eux autres, quand ils vont prendre leur retraite puis ils n'ont pas montré leur savoir-faire à personne, ben, il ne restera plus beaucoup de monde. Fait que sinon, on va être obligé d'aller ailleurs. Donc, ça, c'est un gros défi. Ensuite, la croissance, ça amène des défis de restructuration. Moi, quand j'ai repris Fourrure Jourdain et Filles, c'était vraiment le fun. Les ventes ont monté. Après ça, il faut que l'atelier en arrière suive. Là, on a eu des retards de livraison. Puis, fait que c'est de toujours s'adapter. À chaque fois qu'on passe une autre étape, bien, toute l'équipe, il faut qu'on monte d'une coche aussi. Mais ça, c'est un beau problème, je dis. Après ça, je dis, OK, mais là, on est rendu, on a plus de ventes. Maintenant, il faut qu'on soit encore meilleur. Fait que ça, c'est un gros défi, mais motivant. Tu sens que tu es en train d'un petit peu, parce que là, ton équipe grandit, tu sens que tu es en train de développer tes capacités de leadership aussi à travers ça? C'est des questions qui t'occupent un petit peu? Oui, j'essaie toujours de penser à comment je peux être une meilleure leader puis comment que je peux motiver mon équipe. J'essaie de lire là-dessus, j'essaie de m'inspirer des gens que je côtoie, que je trouve qu'ils font un bon travail de communication. Puis, ben aussi, c'est dans les idées. Puis, je pense que moi, ma force, c'est que j'aime faire participer les gens. Donc, c'est vraiment la collaboration, que ce soit à l'intérieur de mon équipe ou avec des artistes entre autres. Tu sais, on a fait des broderies sur des pièces avec Tamara Rubilard, qui est une artiste en ornementation textile. Fait que pour moi... Puis elle embarque, là, on a un nouveau projet d'ailleurs, elle a encore embarqué. Donc, je pense que c'est dans les projets, puis c'est dans la vision, puis de bien communiquer la vision, puis que tout le monde, on s'en aille dans la même direction. Tu sais, nous autres, tu sais, ma vision, c'est qu'on soit reconnu comme une marque de vêtements de luxe au Québec, que ce soit, tu sais, oui, la fourrure, les matières nobles naturelles, mais pas juste la fourrure, tu sais, le cuir et tout ça. Fait que je pense que toute l'équipe comprend la vision, puis mais j'essaie toujours de m'améliorer en tant que leader. Tu là-dedans? T'as-tu l'impression que t'as une belle équipe avec toi? Oui, j'ai une super belle équipe. J'ai ma chef d'atelier, Judith, qui est là depuis le début avec moi. J'ai ma maman, qui est une employée. Elle aide tout le monde, elle est super fidèle. Elle aime ça venir travailler avec nous. J'ai une vendeuse à mon atelier aussi qui apprend super vite. Pas à mon atelier, à ma boutique, elle apprend super vite. Donc, puis c'est toujours positif, je pense, quand on rentre dans une ou l'autre, que ce soit l'atelier ou la boutique. Tant mieux. C'est vraiment un défi pour tous, les RH, présentement, d'avoir des bons employés. Et c'est une belle équipe en arrière de toi. C'est important. Oui, bien, on a besoin d'eux parce que tout ça, je ne serais pas capable. Tu m'as parlé de quelque chose avant qu'on commence à enregistrer qui, quand tu m'en as parlé, tes yeux se sont illuminés parce que ça s'en vient vite.
Puis c'est un gros événement qui va avoir lieu pour toi en Europe. Parle-nous un peu de cet bel événement-là. Ben, cet été, j'ai été contactée sur Instagram pour un défilé à Cannes, en France. Là, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. C'est un scam, Mais impossible. c'est ça. Moi, mon chum me disait, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est trop beau pour être vrai. Mais non, c'était vraiment vrai. Ils m'ont trouvé sur Instagram. C'est un groupe qui s'appelle It's Richard. Eux autres, ils cherchent des jeunes designers émergents internationaux. Donc, c'est la 5e édition de leur défilé qui s'appelle le Festival des jeunes créateurs de Cannes. C'est aussi un concours, donc il va y avoir un jury. C'est sur 3 jours. On va être 40 designers, donc 20 créateurs une journée, 20 créateurs la deuxième journée. Puis la troisième journée, c'est une conférence de presse, puis dévoilement des gagnants. Donc, moi, j'ai été super occupée avec l'acquisition de Jodoin, les ventes qui ont augmenté. Là, on travaille fort pour satisfaire nos clients le plus possible. Fait que, il y avait toute Cannes en arrière, mais moi, je me dis, pour aller à Cannes, il faut faire des pièces vraiment uniques. Mais pour faire des pièces uniques, on a besoin de livrer à nos clients pour qu'on ait les revenus suffisants pour après ça pouvoir aller un peu dans l'extravagance des créations. Donc, présentement, on est en train de faire une collection de 7 looks. On s'est dit, on représente le Canada. On est la seule entreprise canadienne à présenter là-bas. C'est le 1er, 2 et 3 mars. Fait qu'on est allé dans les... On a choisi des couleurs comme le rouge, le blanc, le noir, le argenté. La collection va s'appeler Red Carpet Ready à cause du rouge, entre autres. Puis pour nous, tu sais, Cannes, on pensait au Festival de Cannes. Fait qu'on est allé dans quelque chose de plus glam. On a essayé de penser la fourrure différemment. C'est bon, ce terme-là. Faut que je me rappelle de ça. Parce que, je fais juste un aparté, là, mais on suit avec ton... l'année passée, une des affaires que je m'attendais le moins dans le... T'es venu au gala Influence Création, là, on fait ça cette année. Puis on a fait du marketing. Il y a quand même eu des super bons résultats à travers notre marketing. Un des trucs que je m'attendais le moins qu'il y ait un aussi gros effet, c'est le dress code. Puis on a dit dress to impress. Puis le nombre de personnes qui ont fait qu'est-ce que je vais mettre, qui ont fait des stories, des TikTok, tout ça. Puis là, je suis OK, mais ça, il faut abuser ça toutes les années. Puis là, tu me dis ça, red carpet ready. Je suis genre, c'est trop bon, ce terme-là. C'est exactement ça. C'est ma chef d'atelier qui a trouvé le nom. Puis j'ai fait OK, ouais. Puis après ça, on va pouvoir réutiliser ça parce qu'on va réutiliser ces pièces-là. Ça va être un peu comme des œuvres d'art. Fait qu'on a décidé de penser la fourrure différemment. Donc, on va pas présenter des manteaux. Je pense qu'il y a 2 manteaux. Mais j'ai essayé de penser la fourrure comme des plumes. Fait que ça va être comme une jupe en espèce de plume. En tout cas, ça va être sexy, fashion, puis vraiment, ça va faire haute couture. On a travaillé encore, tu sais, je parlais de Tamara Rubillard qui fait la broderie pour nous. On va mettre des Swarovski sur des pièces qui vont être plus comme des bijoux. Donc, ça va être vraiment... On s'est dit, on va mettre le paquet. Là. On s'en va quand même à 4. Tu vas avoir du fun solide dans ce projet-là, ça va? On s'amuse vraiment beaucoup. Là, on se fait nos vendredis design parce que le reste des journées de la semaine, il faut qu'on livre les clients. Puis après ça, les vendredis, comme juste avant de m'en venir ici, on était en train de coudre la collection. Là. Fait que ça s'en vient. C'est vraiment beau. On va commencer à montrer des petites brides de ça sur les réseaux sociaux pour donner un avant-goût sans montrer tout pour que tout le monde ait la surprise. Bon succès là-dedans. J'espère que ça va aboutir à quelque chose ici là-bas s'il y a des opportunités qui peuvent se créer. Mais juste le processus créatif de repenser des choses, ça doit déjà être bon pour l'entreprise en tant que telle. C'est comme des défis. Exactement. Je me fais pas d'attente parce que, tu sais, des fois, quand on a trop d'attentes, on est déçu. Moi, je me dis juste d'aller là-bas. On a du fun à créer la collection. Puis j'espère que les gens vont avoir du plaisir à la regarder. Puis qu'ils vont être fiers aussi de nous. Mais nous autres, on est juste vraiment fiers d'aller là-bas. Fait qu'on a déjà, comme je disais, on a déjà gagné quelque chose d'avoir été invité. Tu sais, j'ai été repérée, je sais pas comment ils ont fait. Ouais, j'ai pas tant d'abonnés que ça. Je suis quand même une jeune entrepreneur, mais on a été remarqués. Donc, ça me fait plaisir. That's it. Ça veut dire que tu fais définitivement quelque chose de bon. Oui, merci. Parlons un petit peu de toi dans l'entreprise. Tu as parlé de ça qui est ton dada de création et tout ça. Qu'est-ce qui te fait vraiment thriver dans l'entrepreneuriat, le reprenariat, tout ce que tu fais dans ton day-to-day? Qu'est-ce qui te drive? Je te dirais que c'est vraiment... Moi,
ma raison d'être, c'est vraiment de créer de la beauté. Fait que ce soit dans les créations, mais aussi dans le travail, juste dans les relations humaines, que ce soit, c'est ça, les créations, la photo, juste d'avoir un environnement de travail qui est beau. Pour moi, c'est ça, créer de la beauté aussi, parce que, tu sais, on entend... Moi, je faisais tout le temps des allusions au fait que, c'est la mode, tout le monde voit le côté beau en avant, justement, dans les fashion shows et tout ça, mais en arrière, il y a plein de laideurs, tu sais, si on pense à des gens qui sont exploités, entre autres, de la pollution, le fast fashion, tout ce qui est en arrière de ça, des enfants. Pourquoi on pourrait pas mettre la beauté aussi en arrière? Donc, j'essaie d'avoir un atelier qui est agréable à travailler, puis qui est beau, puis qu'on a du plaisir aussi. Fait que c'est vraiment ça. Puis après ça, j'essaie d'embellir l'environnement tranquillement avec ce que je peux. Puis... C'est une belle mission quand même, créer de la beauté. Oui, je pense que oui. Puis c'est ça. Pas juste dans le sens superficiel de la chose, mais aussi le sens plus profond de la beauté. Puis, je pense que tu as raison, ça a probablement marqué, ça marque la mode beaucoup. Je pense que c'est un environnement quand même stressant. Je pense au modeling. Mais c'est là que justement, il y a du monde comme toi qui encore une fois, pionniers. Je sais pas si c'est un verbe qui s'utilise de même, mais qui sont pionnières de la chose. Fait que tant mieux, tant mieux. Y a d'autres choses qui te drive aussi? Moi, tu sais, j'ai mon côté artistique de création et tout ça, mais le côté business, ça m'a tout le temps attiré aussi. Puis c'est pour ça que j'ai fait mon bac justement en gestion industrielle de la mode, parce que pour moi, l'amélioration des processus, tout le temps s'améliorer, tout le temps faire, tu sais, tantôt quand je parlais de restructuration, tout le temps devenir meilleur, trouver des meilleurs outils, trouver des meilleures façons d'organiser. Fait que ça j'aime ça. J'aime ça classer, organiser. C'est comme à l'opposé de la création. C'est intéressant ça aussi parce que quand j'ai étudié en design de mode, je me disais, on est tous des artistes, mais les artistes, ils sont pas vraiment reconnus pour être bons en gestion. Donc moi, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire design, mais je vais faire aussi gestion. Parce que moi, je me suis dit, je vais avoir mon entreprise, je veux faire des pièces, mais je veux aussi que les gens en achètent, puis vivent de ça. Donc c'est vraiment le mix de la création, puis aussi tout le côté organisationnel. J'ai l'impression que c'était très clair pour toi que tu voulais partir d'une entreprise. Je suis allée chercher les outils depuis le début. Moi, ma famille ne voulait pas que j'aille en mode. Quand j'ai dit en secondaire 5, j'ai dit je m'en vais étudier en design de mode. Toute ma famille m'a dit non, fais pas ça, tu vas mourir de faim, il n'y a pas de job là-dedans. Tu vas manger du Kraft Dinner. Je les ai toutes entendues. Fait que j'ai étudié en soins infirmiers parce que j'étais bonne en biologie. Je pensais que c'était peut-être ça l'autre option, mais la mode, ça m'appelait. Tu sais, il y en a qui disent qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais moi, je le savais. Mais au début, j'ai écouté les gens parce que je me disais, ils savent. Tu sais, quand tu as 17 ans, tu penses que les autres savent plus que toi. Fait que j'ai étudié en soins infirmiers, j'ai étudié en architecture, puis à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi? Je vais aller apprendre à coudre. Si je veux avoir mon entreprise dans la mode, il faut que j'apprenne à coudre. Je suis allée faire mon DEP en confection sur mesure. Donc, j'ai été apprendre à coudre. Après tes soins infirmiers? Ouais. Mais j'ai pas fini les soins infirmiers. OK. J'ai arrêté. Fait que je suis allée apprendre à coudre. Fait que j'ai appris tout le côté technique. On a appris quand même le dessin. Tu sais, on faisait du design aussi. J'ai appris à faire du sur-mesure. Après ça, j'ai travaillé dans l'industrie comme je faisais des robes de mariée sur mesure. Puis là, je me suis dit, OK, là maintenant, j'ai le côté quand même technique. Je vais aller chercher plus parce que je voulais plus. Fait que j'ai réussi à rentrer à l'université sans deck en mode, juste avec ma base d'expérience. Donc après ça, je suis allée chercher le côté design. Puis là, j'ai dit, OK, là, j'ai besoin de la gestion. Je suis allée chercher tous les outils. Puis à travers ça, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la mode. Fait que j'ai été dans plusieurs postes différents. Tu sais, que ce soit styliste, que ce soit couturière, que ce soit coordonnatrice de production. Fait que je suis allée chercher... Tu sais, tout était relativement calculé, mais aujourd'hui, je suis capable de mettre en application tout ce que j'ai appris partout. Ben, encore une fois, juste dans la façon que tu le phrases, j'ai l'impression que même à cette époque-là, quand tu prenais ces décisions-là, ça avait de l'air clair, ton parcours. Oui, c'était clair dans ma tête, mais je le disais pas. Comme j'ai dit tantôt, je voulais pas que... Mais c'est normal parce que si tu es sensible à ça, c'est ça que tu te serais fait dire, puis tu te l'es fait dire, en fait, à travers justement le Kraft Dinner, puis tout ça. Là. Exact. C'est quelque chose de normal, puis j'en parlais justement dans l'autre enregistrement juste avant. C'est
les gens sont routiniers, sont habitués, ils ont vu des choses qui ont fait en sorte qu'ils ils ont été plus dans des paths sécurisants, on va le dire Ouais. comme ça. Puis après ça, c'est sûr que c'est ton expérience à toi. Puis ton expérience à toi, c'est ta vérité. Fait que tu vas la partager, ta vérité, tu vas la dire. Surtout quand c'est ton enfant, surtout quand ça fait partie de ta famille. Fait que, ah ben non, tu devrais pas faire ça. Parce que dans l'expérience, tu sais, j'ai vu 3, 4, 5 personnes qui ont essayé ça, puis que ça n'a pas fonctionné, puis qui se sont ramassés à justement manger du craft dinner. C'est bon, le craft dinner. Je sais pas pourquoi on blesse le craft dinner. mais ça, sauf qu'en même temps, c'est tout. En contrepartie, tu le vois, fait que tu peux pas te faire décourager de ça, mais c'est important de comme être drivé, fait que tu peux réussir n'importe quoi que tu veux faire là, dans la vie, c'est ça, c'est la vérité, c'est juste de mettre le travail dedans. Puis toi, tu étais comme mindé à mettre ce travail-là, fait que c'est un no-brainer que tu sois en train d'être sur la pente montante. Là. Ben merci. Puis oui, j'ai travaillé vraiment fort, puis aujourd'hui, les résultats commencent à se montrer, puis c'est pas de la chance, là. J'ai travaillé fort, puis tu sais, ma mère, entre autres, elle m'avait découragée d'aller en mode parce qu'elle avait étudié en design de mode d'ailleurs. Puis aujourd'hui, on en rit parce qu'elle travaille pour moi. Puis elle est super fière de moi, puis c'est comme on fait des jokes, on dit c'est ma fan numéro 1, elle est vraiment adorable. Puis, mais j'ai dit, tu sais, j'ai dit peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pas été prête non plus. Peut-être qu'il fallait que je passe par là pour réaliser que j'avais vraiment le désir de devenir entrepreneur puis d'avoir ma compagnie dans Il n'y a rien qui sert à rien. C'est sûr que toutes les étapes qu'on fait, ça peut aider si on veut que ça l'aide. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, tu disais que tu étais styliste. Puis tantôt, c'est drôle parce que au début du podcast, tu disais que tu allais magasiner une robe de mariée avec... fait que là, tes amis, tu les as encore comme styliste. Ben oui, mais mon amie, elle a acheté sa robe de mariée sur Internet. Puis là, j'ai dit, es-tu belle ta robe? Elle me dit, ben le tissu est beau. Fait que je sais pas encore si sa robe est belle, mais j'ai dit, il faut quand même qu'on fasse un événement pour ça. Il faut qu'on aille au moins magasiner des robes de mariée. Mais oui, fait que... Mais pour moi, c'est toi qui s'est proposé plus que d'autres choses, finalement. Ben oui, moi j'ai dit, c'est la meilleure partie de ton mariage, c'est magasiner la robe. Ben, c'est moi. Tu dois te faire plaisir un petit peu dans tout ça. Ouais, je me fais plaisir, c'est un peu pour moi. Tu vois, on va conclure l'entrevue là-dessus. C'est super beau pour vrai t'as l'air vraiment drivé, ça a l'air vraiment clair. Je vais revenir sur ce point-là. On dirait que tu vois où est-ce que tu t'en vas, t'as une vision sans l'avoir dit. Puis tantôt même, je sais pas si tu as fait ton travail de mission, vision, valeur d'un plan d'affaires, mais tu as l'air de les connaître sans même peut-être les avoir énoncés quelque part. Oui, je les ai travaillés. Puis c'est quelque chose qui se retravaille toujours aussi, mission, vision, valeur. Oui, puis quand la compagnie grossit, ben, mais la vision ne change pas vraiment. Mais après ça, c'est comment qu'on va le faire. Puis moi, je suis encore... là, j'ai fait 3 acquisitions en 2 ans et demi. Puis je suis ouverte encore aux opportunités de grandir parce que dans mon industrie, il y en a d'autres qui vont devoir fermer parce qu'ils vont prendre leur retraite. Donc, j'ai les yeux ouverts pour les autres opportunités parce qu'on veut continuer de grossir. Je voudrais être la référence dans ce domaine-là. Ça te prend pas juste un monopole sur la Rive-Sud. Va chercher Montréal Montréal. aussi. La Rive-Nord à Montréal, mais je te le souhaite. Je te le souhaite grandement. C'est vraiment nice. Comme je te dis, la mission de vouloir créer du beau dans tous les sens du terme, c'est vraiment cool. Puis on se voit sur ton parcours. J'ai hâte de voir aussi ce qui va en ressortir du festival à Cannes. Je te souhaite d'avoir des belles opportunités qui en découlent. Là. Merci. On est super excités. Moi, je suis vraiment contente aussi de la croissance qu'on a. Il n'y a rien de garanti, mais on travaille fort, puis j'ai une belle équipe en arrière de moi. Fait qu'on continue comme ça. Puis quand on fait les bonnes choses, ça finit toujours par donner des résultats. Une bonne capacité d'une belle leader qui donne du crédit à son équipe. On finit tout le temps avec la même question, Gabrielle. C'est quoi, si on veut s'informer sur Création Gamma, sur toi, on fait ça comment? On me suit sur les réseaux sociaux, Création avec un S, G-A-M-A. Mon site internet, créationgamma.com, création avec un S encore une fois, parce qu'on ne fait pas juste une création. Facebook, Instagram, mon infolette sur le site web, parce qu'on fait des événements régulièrement. Donc, si vous voulez rester au courant, abonnez-vous à l'infolette. Abonnez-vous, allez suivre ça. On a hâte d'en entendre plus parler. Puis, merci de ta participation. Ben, merci à toi, c'était vraiment agréable.